Et plus proche de nous encore, 10-11 mars dernier, c'est pas loin, hein. Donc des vidéos ont circulé parmi dans les réseaux sociaux et ont montré, n'est-ce pas, ont identifié des VDP, ou en tout cas comme tels, qui assassinent des civils peuls en l'occurrence, dans les localités de Solenzo, dans cette région donc de la Boucle du Monde. Vous voyez, j'illustre là juste rapidement quelques éléments pour que nous comprenions bien que nos forces d'armée, de défense et de sécurité et les VDP, qui sont censés d'abord protéger les populations, en fait, et sont à plusieurs égards et dans plusieurs localités, et portés responsables même de l'atteinte à l'intégrité physique et des personnes et des biens. Alors, là où il y a un sérieux problème, c'est quand on commence à penser qu'on peut répondre à un fondamentalisme entre guillemets religieux par un fondamentalisme politique. Parce qu'aujourd'hui, le Burkina doit faire face à deux fondamentalismes, un fondamentalisme terroriste et un fondamentalisme politique, qui se dit souverainiste, panafricaniste, et ce qui est d'ailleurs une façon de dénaturer le panafricanisme, parce que je ne comprends pas comment on peut être panafricaniste tout en étant tribaliste, tout en engageant, tout en stigmatisant une partie de la population. C'est sûr que on y retrouve beaucoup de peuples, mais à partir de ce postulat, tout est devenu possible. Et donc, on a eu beaucoup d'exactions. Mais je donne quelques éléments rapides. Vous avez sur beaucoup de nos routes où aussi bien les VDP que les FDS, ils arrêtent un car et ils demandent est-ce qu'il y a un peul dans le car. Et s'il y a un peul dans le car, on le descend et on l'exécute. Je donne un exemple concret. Les parents de l'ancien ministre du Commerce, que vous connaissez, Tal, ont été descendus de la voiture de transport en commun entre Pa et Bobo du Lasso et exécutés, tout simplement parce qu'ils sont peuls. Deuxième élément, il y a eu tellement d'assassinats de bergers dans les brousses parce que si un berger rencontre un VDP, il est mort. S'il rencontre un FDS, il est mort parce qu'on ne lui demande pas. Ils n'ont pas de... À partir du moment où c'est un peul, c'est un terroriste. Mais vous savez aussi, et je ne sais pas s'il me reste 2 minutes, mais vous savez aussi... Militants, défenseurs des droits humains, démocrates sincères, combattants de la liberté, mesdames et messieurs, bonsoir à tous, bonsoir chez vous. Merci à vous tous qui avez rejoint cette salle virtuelle pour notre rendez-vous citoyen de ce 18 mai 2025, dont le thème est « Halte aux exactions et exécutions sommaires dans la lutte contre les groupes armés terroristes dans le Sahel ». Ensemble, nous allons pendant 1h30 faire le tour de la problématique du respect des droits humains en lien avec la crise sécuritaire qui secoue notre pays et les autres pays du Sahel depuis une décennie. C'est le lieu de rendre hommage à tous les combattants qui nuit et jour se sacrifient pour libérer nos pays du joug terroriste. Malheureusement, au cours des opérations de riposte aux attaques lâches et barbares que nos populations subissent, nos FDS et leurs supplétifs se sont souvent laissés aller à des exactions et à des exécutions sommaires contre des populations civiles accusées d'héberger ou de collaborer avec les groupes terroristes dont elles sont par ailleurs les principales victimes. Ce webinaire vise donc à informer l'opinion nationale et internationale des cas de dérives nombreuses et récurrentes, mais jamais sanctionnées, observés sur le terrain, d'alerter sur les dangers de la stigmatisation des communautés ou des ethnies et en appeler à l'union sacrée de tous nos compatriotes de l'intérieur comme de l'extérieur pour faire face ensemble aux dangers qui menacent véritablement
l'existence même de notre nation. Nous avons invité 3 éminentes personnalités, de fins connaisseurs du Burkina Faso et du Sahel, pour débattre du thème. Ils auront chacun 15 à 20 minutes pour répondre à une première série de questions que nous allons leur poser, à la suite de quoi une séance de questions-réponses d'environ 30 minutes sera ouverte à l'audience. Le premier intervenant ce soir s'appelle Didier Ouedraogo, docteur en philosophie et enseignant associé à l'université Paris-Saclay. Didier est spécialiste de la pensée d'Emmanuel Lévinas, un des plus grands philosophes du XXe siècle. Ses axes de recherche s'articulent autour des problématiques suivantes. Penser les enjeux éthiques sur la question de l'humain dans l'espace occidental et négro-africain. L'être africain et ses revendications identitaires confrontées à l'héritage philosophique des Lumières, la question des droits humains et la construction d'un État-nation, etc. Didier Ouedraogo est également militant politique de longue date. Il a été tour à tour engagé au sein du mouvement étudiant au Burkina et en France. Il a rejoint ensuite la section France du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples MBDHP, dont il est le président depuis de nombreuses années. M. Ouedraogo est connu et respecté au sein de la communauté burkinabé de la diaspora et au-delà, notamment pour ses combats en faveur de la culture démocratique, la lutte et la conquête des droits des Burkinabés de l'extérieur, ainsi que l'édification d'un État de droit au Burkina et ailleurs sur le continent. Bonsoir, M. Ouedraogo, et merci d'avoir répondu à notre invitation. Le deuxième intervenant s'appelle Newton Ahmed Bari. Journaliste, défenseur acharné de la liberté d'expression, homme de conviction, Newton Bari a été d'abord présentateur du journal télévisé de la radio-télévision du Burkina avant de démissionner de ce poste pour protester contre l'assassinat du journaliste Norbert Zongo en décembre 1998. Il va animer avec d'autres confrères le journal L'Indépendant de feu Norbert Zongo avant de cofonder le bimensuel L'Événement, un journal d'investigation et de référence bien connu au Burkina, dont il a été en outre le rédacteur en chef pendant 15 ans. Il est auteur de plusieurs articles de réflexion sur la crise du terrorisme dans le Sahel. Il a également conduit des études sur les alternatives au tout militaire dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, de même que sur la gouvernance des juntes militaires au Burkina et dans les autres pays du Sahel. Très présent sur les réseaux sociaux, ses analyses sont généralement très documentées et tranchent avec les informations, ou plutôt les désinformations qui y sont habituellement déversées par les néo-panafricanistes fanatisés et les autres soutiens des juntes militaires. Membre de plusieurs organisations de défense des droits humains et de la liberté d'informer, Newton est également consultant pour diverses institutions internationales. Il a également été président de la Commission électorale nationale indépendante au Burkina et à ce titre, il a organisé avec succès les élections couplées présidentielles et législatives de novembre 2020. Newton Bari fait partie des victimes de la barbarie et de la tyrannie du MPSR. Son frère direct a été enlevé et froidement exécuté. 2 de ses neveux ont été récemment kidnappés. Sa mère de 85 ans continue de subir la méchanceté des forts du moment. Leur seul tort est d'avoir un lien avec Newton Bari. Bonsoir, M. Bari, et merci de répondre à notre invitation. Le troisième intervenant ce soir s'appelle David Gakounzi, écrivain, ancien fonctionnaire international, conférencier et président du Paris Global Forum. David Gakounzi s'est imposé comme une figure incontournable des questions africaines. Intellectuel engagé en faveur de la promotion de la paix et militant anti-apartheid, il a rencontré et connu de nombreuses personnalités publiques au cours de son parcours, notamment Desmond Tutu, Stéphane Hessel, Dom Helder Camara, Julius Nyerere, etc. Il est à l'origine de nombreuses initiatives, dont la Caravane pour la paix en Afrique et l'Université africaine de la paix,
Également dramaturge avec sa pièce Mandela et le monde, David Bakounzi place la mémoire et la résistance au cœur de son œuvre. Il a ainsi publié de nombreux articles dans plusieurs revues et journaux internationaux. Certains de ses textes furent dans des manuels scolaires. Au nombre de ses ouvrages publiés, on peut citer entre autres Oser inventer l'avenir, la parole de Sankara, publié en 1991, Rencontre avec Julius Nyerere en 1995, Mémoire du monde noir en 2003, Mandela en 2013 et Ce rêve qui dure encore, publié il y a 2 ans. Merci à tous les trois d'avoir accepté donc notre invitation. Sans plus tarder, nous allons nous tourner vers Didier Ouedraogo avec qui nous allons commencer. Bonsoir Didier. Dites-nous en français facile, de quoi parle-t-on? À quoi fait-on allusion quand on évoque les exactions et les exécutions sommaires? Moi, je pourrais dire bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et à tous, en tout cas, et merci d'être venus ce soir pour que nous puissions nous entretenir ensemble. Mais pour répondre à votre question, Monsieur Younous, une exaction ou une exécution extrajudiciaire consiste en fait en la privation de la liberté ou dans un dommage causé sans raison justifiable, en tout cas, envers une personne, un groupe de personnes pouvant aller du dommage physique, matériel, accompagné donc souvent de violence, et à l'assassinat ciblé, soit par des autorités gouvernementales, leur fer de lance, ou bien des hommes de main, ou soit par des individus ou des groupes d'individus. Si vous voulez, donc aujourd'hui, des terroristes. Ces actes-là ont lieu sans procédure judiciaire, si vous voulez, ni procès légal. Ce faisant, c'est des actes qui sont orchestrés par-dessus tout, toute disposition constitutionnelle et par-dessus le droit positif en vigueur dans un pays. Si vous voulez, ces actes aussi sont posés en dehors de tout cadre juridique et constituent donc en fait une entorse totale à la loi. Ça ouvre en fait la voie à l'arbitraire. Ça offre aussi très peu de recours juridiques aux victimes et à leurs proches. En fait, on crée là ici une forme d'injustice, de justice parallèle, qui est en réalité une forme donc de détournement de la justice. Et globalement et très souvent, les exactions et les exécutions sommaires et touchent souvent ou ont possible les figures influentes du monde politique, syndical, les dissidents religieux, sociaux, etc. Et toute personne, si vous voulez, ou groupe de personnes qui constituent un obstacle et dans un moment donné, selon la politique en place. Donc en réalité, nous vivons dans cette situation avec donc pour cible tout ce qu'on peut désigner de manière grossière comme étant ennemi, n'est-ce pas, donc et des pouvoirs en place, ou bien donc des groupes armés terroristes, puisque eux aussi ils passent aussi par ces mêmes modes de travail, en tout cas dans la guerre. En somme, en fait, ce sont des actes de non-droit qui bafouent les principes du droit international et du droit constitutionnel. Quand j'évoque le droit international, j'entends ici le droit international humanitaire qui est le droit de la guerre, en fait, qui a des principes précis qu'on doit aussi respecter en cas de conflit. Voilà globalement et peut-être en français facile ce que je pourrais dire pour introduire un peu et ce qui constitue donc le fil conducteur de notre conversation de ce soir. Merci beaucoup. Et quelle appréciation faites-vous de l'évolution de la situation sécuritaire au Burkina Faso? Alors, le thème de la rencontre, comme vous l'avez indiqué et que je viens d'énoncer aussi avec les exactions et les exécutions, en dit long sur la préoccupation qui est majeure aujourd'hui pour tout Burkinabé dans la lutte contre le terrorisme aux 1000 visages au Burkina et dans des États dits du Sahel, des États du Sahel central. On ne saurait pas faire autrement que d'opter donc un tel thème si on voulait esquiver vraiment le débat. On aurait pensé à autre chose, mais ce n'est pas possible de l'esquiver. Donc, si vous voulez, dans la situation actuelle, la précision globale que je ferai, c'est que nous vivons une recrudescence, vraiment une aggravation de la situation sécuritaire au Burkina Faso. Une recrudescence donc des exactions et des exécutions sommaires extrajudiciaires, ça c'est clair. En effet,
si vous voulez, il y a plusieurs types d'exécutions. J'avais noté tout à l'heure, donc deux directions. Il y a la direction d'abord qui est liée totalement au pouvoir dit donc des forces de défense et de sécurité et des VDP. Et il y a aussi, bien évidemment, des exécutions et des exactions qui sont donc de la responsabilité, en tout cas, donc de tout ce qu'on appelle le nom des groupes terroristes et au Burkina Faso ou ailleurs. En ce qui concerne, par exemple, les exécutions sommaires imputées au FDS, je vais juste citer quelques exemples parce que la liste est trop longue, mais quelques exemples seraient assez illustratifs de cette recrudescence. Je prends juste donc les derniers événements depuis 2023 par là. Le 20 avril 2023, par exemple, on a le massacre de Karma dans la région du Nord dont tout le monde peut avoir la mémoire. La responsabilité est totalement imputée à l'armée et par des témoins et des survivants. Donc, selon eux, le massacre a été perpétré par des personnes en tenue militaire burkinabé avec des équipements militaires, véhicules, etc. Il faut souligner que ces exactions, non, même si le pouvoir a dit avoir diligenté une enquête, pour l'instant, nous n'avons aucune trace. Et rappelez-vous que la question donc du rapport de Karma a été quelque part un détonateur dans le coup d'État donc de Damiba. En novembre 2023, par exemple, il y a le massacre des civils de Zango, la région du nord, du centre-nord aussi. Des sources indiquent une centaine de personnes tuées. L'armée est encore pointée du doigt. Février 2024, nous sommes dans le massacre, face au massacre donc de plus d'une centaine de civils, encore une fois, dans plusieurs villages de la région du nord, dont Soro, Nondé, etc. Donc, des témoins indexent des FDS et des VDP. Donc, les choses sont assez claires. Et plus proche de nous encore, 10-11 mars dernier, c'est pas loin, hein. Donc, des vidéos ont circulé parmi dans les réseaux sociaux et ont montré, n'est-ce pas, ont identifié des VDP, ou en tout cas comme tels, qui assassinent des civils peu en l'occurrence, dans les localités de Solenzo, dans cette région donc de la boucle du Moun. Vous voyez, j'illustre là juste rapidement quelques éléments pour que nous comprenions bien que nos forces d'armée, de défense et de sécurité et les VDP, qui sont censés d'abord protéger les populations, en fait, et sont à plusieurs égards et dans plusieurs localités, et portés responsables même de l'atteinte à l'intégrité physique et des personnes et des biens. En ce qui concerne, par exemple, les armées terroristes, là, je dirais que c'est peut-être de bonne guerre, malheureusement, mais les attaques sont devenues quasi quotidiennes au Burkina Faso. C'est-à-dire, ces attaques-là visent à la fois des FDS, visent des VDP et la population civile. Il n'y a pas très longtemps, nous avons vu circuler donc des exécutions, des liquidations donc, de personnes qu'on rejetait dans des puits, etc. Donc, les principales régions qui sont touchées par ces exactions et des forces et des armées terroristes, c'est aussi dans le nord, c'est dans la boucle du Moun, c'est dans le Sahel, c'est dans le centre-nord aussi, le centre-est et à l'est. Donc, mais aucune région en réalité dans le Burkina aujourd'hui n'est épargnée par ces différentes attaques, à la fois donc des FDS et comme des groupes armés terroristes. Pour continuer un peu sur la litanie macabre et concernant les groupes armés terroristes, le 11 mai 2025, donc il n'y a pas longtemps, nous sommes encore en mai, hein, nous avons eu l'attaque de Djibo dans la région du Sahel. Le camp militaire est tombé sous le contrôle donc des groupes armés terroristes et les sources indiquent donc une centaine de morts. Bon, le 12 mai, c'est encore très très récent, donc nous y sommes, c'est la semaine dernière. Il y a eu donc l'attaque de la ville de Diapaga dans la région de l'Est. Au moins une centaine de personnes, de militaires encore et de civils sont tombés là. Donc voilà, nous sommes donc dans une situation et les terroristes même ont été jusqu'à libérer la maison d'arrêt à Diapaga. Voilà donc autant de choses qui illustrent bien que nous sommes dans une recrudescence et des exactions, des tueries et de toutes sortes de choses qui en fait débordent largement la situation donc d'un conflit entre guillemets régulier.
Voilà quelques éléments, mon cher Younous, ce que je voudrais donc ajouter là, juste pour illustrer et répondre rapidement. Mais à côté de tout ça, il y a les violations diverses et les exactions arbitraires. Il y a des enlèvements, il y a des séquestrations dans les postes dits de l'ordre, n'est-ce pas? Il y a des disparitions de citoyens, il y a des violations et des privations de biens d'autrui. Il y a toutes sortes de choses qui se passent à la fois avec les FDS comme et avec les GATT, etc. Donc le contexte général dans notre pays aujourd'hui, la précision que j'en ferai, c'est qu'il est marqué, par des restrictions de liberté, la liberté d'expression, la liberté d'opinion de presse. Ça, on en a légion. On peut en citer des exemples. On n'en finira pas ce soir, donc même si on prenait que ce thème-là. Et on sait que le Conseil supérieur de la communication n'y va pas de main morte et dans les prises de décision et les restrictions des libertés, notamment donc les libertés donc d'opinion, d'expression, de manifestation. Nous avons aussi donc toutes sortes de choses qui sont prises contre les libertés donc d'association, de réunion, de manifestation également. Rappelons-nous, n'est-ce pas, qu'aujourd'hui les syndicats ne peuvent plus faire de manifestations alors que tous les tenants du pouvoir ont carte blanche et peuvent donc à tout moment sortir dans la rue pour faire des manifestations. Cela est de mise. Voilà. Et les exemples donc sont là quand on pense aussi à des personnalités ou à des syndicats ou à des défenseurs des droits humains et qui sont mis sous séquestre, qui n'ont plus donc le droit de vivre. En tout cas, sauf sous la férule, n'est-ce pas, donc des travaux forcés et dont on imagine fort aisément les conditions dans lesquelles ils sont menés, sauf aussi, bien sûr, ceux qui ont pu fuir le pays et qui se sont retrouvés donc dans d'autres pays voisins, limitrophes ou ailleurs, pour essayer donc de se sauver un peu la peau. Donc, on voit bien qu'il y a toute une litanie de faits comme ça qui viennent corroborer la situation réellement dramatique et d'atteinte aux libertés en tout genre. Et voilà un peu pour répondre rapidement à votre question, parce que le temps n'est pas élastique ce soir, et il faudra que je laisse aussi la parole aux collègues pour qu'ils puissent intervenir. Voilà la première réponse ou les premiers éléments que je pourrais apporter à votre question sans être exhaustif, bien évidemment. Ben, avant de trouver le second communicateur, Monsieur Didier Ouedraogo, je vais vous demander, au regard de la gestion politique justement du MPSR2, des orientations qu'il semble impulser de gré ou de force à la marche de notre pays, quelle lecture vous faites de la situation avec en ligne de mire les questions de souveraineté, de développement, etc. Oui. Merci pour cette question qui est pertinente, puisque de toute façon, ce qui se passe actuellement et ce qu'on décrit rapidement est toujours aussi dans un contexte. C'est le contexte donc du coup d'État donc de septembre 2022 par le MPSR2. Et les objectifs politiques ont été plus ou moins dessinés, qui étaient donc en général, globalement, dans la reconquête du territoire en un laps de temps, ce qui n'est pas le cas puisque nous avons passé plus de 2 ans et que nous sommes donc dans un enlisement, dans un approfondissement de la crise. Ça, c'est un élément qui ne correspond pas du tout à l'objectif politique que s'était fixé l'armée pour libérer le pays et lui permettre de reconquérir une certaine souveraineté et liberté, donc d'aller et de venir de ses citoyens. Nous avons vu se greffer au fur et à mesure de cet objectif militaire et quelques objectifs dits de souveraineté, plutôt donc des objectifs souverainistes, n'est-ce pas, et sous des férules ou sous des auspices donc du néo-panafricanisme qui ne disent pas tout à fait leur nom, puisqu'on n'en connaît pas réellement donc les contours, mais qui sont là pour répondre un petit peu à une situation globale que la population burkinabé était en droit d'attendre donc de ces hommes politiques. Puisque notre pays a vécu depuis fort longtemps toujours avec une trajectoire donc de culture démocratique, en tout cas même si elle était chancelante, et que tout le monde avait nourri, en tout cas la jeunesse avait toujours nourri donc l'espoir de revenir, de voir un petit peu un pays progresser sur une culture et démocratique et sur des avancées socio-économiques, politiques sérieuses. Ce que nous n'avons pas constaté avec le MPSR, puisque il faut dire que la lutte dite anti-impérialiste aujourd'hui n'en est pas une, puisque c'est avec donc une sorte donc de
de flopées de pays dits, en tout cas, qui sont indexés comme tout à fait comme impérialistes, qui sont donc en commerce avec ce pouvoir. Et je veux juste pour preuve des différents contrats que le pouvoir signe aujourd'hui avec le FMI. Et on sait quand même, nous tous ici, si on est de bonne foi, que le FMI n'a jamais été donc le soutien d'une révolution quelconque. Ça montre bien que en fait le MPSR est en train d'avaler sa propre potion magique, puisque dans le fond et dans les actes, ce qui a lieu n'a rien à voir avec une quelconque révolution. Ce qui a lieu est à voir avec les aspirations profondes du peuple burkinabé, qui pour l'instant, bien sûr, n'a trouvé que ce morceau d'os arrangé, je vais dire le MPSR2, et qui ne correspond pas du tout aux aspirations, puisque ce n'est pas donc la culture démocratique à laquelle vous faites allusion, Monsieur Younous, bien évidemment, elle n'existe pas. Elle n'existe pas pour une bonne raison, c'est que toutes les mesures jusqu'ici qui ont été prises ont été donc des mesures prises pour reculer donc l'état de droit dans notre pays. C'est-à-dire la culture démocratique minimale qui existait est en train donc de changer totalement de camp. Elle est en train donc de disparaître donc de l'horizon donc du territoire burkinabé, puisque la justice est sous la férule donc du pouvoir. Et toutes les décisions sont prises dans les conseils de ministres que patronne, n'est-ce pas, et Ibrahima Traoré, qui prend toutes sortes de mesures à sa guise. Chaque jour que Dieu fait, il prend les mesures qui lui passent par la tête. Et nous sommes surtout dans une situation compliquée. Parce que la situation compliquée, elle s'explique aussi par le fait que nous avons, depuis le MPSR2, orienté toute la politique dans une culture de la patridie et donc du complot. C'est-à-dire complot à l'extérieur comme complot à l'intérieur. Et nous sommes arrivés, n'est-ce pas, à une situation où en temps de guerre, on était en droit donc d'attendre une sacro-sainte unité, comme vous l'évoquiez dans votre introduction, donc des fils et des filles du Burkina. Nous sommes aux antipodes donc de cet appel et donc de toute l'organisation, donc ou de toute politique qui pourrait donc favoriser donc l'union des Burkinabés autour donc d'une lutte d'émancipation réelle, d'une lutte d'abord contre donc un ennemi qui serait donc et les groupes armés terroristes entre autres. Mais contrairement à cette unité, nous voyons plutôt un appel à la division du peuple burkinabé, de la population, puisque il faut quand même pas oublier que même quelqu'un comme Bassolma, qui est un des maîtres d'œuvre, n'est-ce pas, donc de ce pouvoir, et qui a été donc malheureusement de triste mémoire, bien évidemment, et secrétaire général de la CGTB, et aujourd'hui donc l'instigateur, un des instigateurs en tout cas, donc de l'apatridie et donc je dirais même de la correction aux apatrides. Le mot correction est très faible, mais c'est un euphémisme pour dire une chose, c'est que lui-même ce dernier appelle, n'est-ce pas, à ce que ceux qui sont d'accord avec le pouvoir puissent corriger et tous ceux qui sont qui seraient donc qui se mettraient en travers donc du pouvoir, qu'ils soient à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, parce que en son âme et conscience, et selon lui, il n'est pas normal que quelqu'un puisse dire et porter une critique quelconque donc à l'égard du pouvoir, alors qu'il porte la nationalité burkinabé. Voyez-vous, nous sommes totalement aux antipodes de tout ce qu'on peut rappeler comme étant une lutte souverainiste, que quand on fait une lutte contre le peuple pour dire qu'on le sauve, on ne sait pas du tout de quoi il s'agit. Je voudrais juste terminer là-dessus et en réitérant, n'est-ce pas, donc le vrai problème auquel nous sommes confrontés aussi aujourd'hui, c'est la question nationale, pour tout dire. La question nationale, c'est quoi? La question nationale, c'est comment sont posées des questions propres à un pays, quelles sont les forces vives, les forces positives de progrès qu'on met à contribution pour chercher ensemble une solution, ce qui est le point de départ d'une démocratie. Et je crois que nous en sommes loin, puisque aujourd'hui le pouvoir s'entoure donc de médiocrité et donc juste donc je dirais donc de griots, de courtisans pour gérer le pays. Mais dès lors qu'il y a une voix sérieuse et limpide, critique, de bon sens, qui souhaiterait donc intervenir sur la destinée du pays, cette voie donc est une voie criminelle. Voilà donc où est-ce qu'on en est. Donc on n'a pas tracé le chemin donc de la démocratie. On a même fait un recul et malheureusement de très très forts reculs en arrière,
par rapport à ce qu'on était, à ce qu'on vivait déjà, même si cela n'était pas du tout viable, du moins n'était pas, mais ce qu'on vivait est préférable, est préférable en tout cas à ce que nous vivons aujourd'hui. Excusez-moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Didier Ouedraogo. Merci pour les éclairages, pour la pertinence des propos. Je rappelle que vous êtes docteur en philosophie, enseignant associé à l'Université Paris-Saclay. Vous êtes également président de la section France du MBDHP, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples. Nous allons retrouver à présent notre deuxième panéliste, Newton Ahmed Bari. Nous sommes véritablement pris par le temps et je voudrais demander donc à nos panélistes d'être un peu brefs. Monsieur Bari, est-ce que vous êtes là? Je suis là, Inous. OK. Dites-nous en quoi la question des droits humains est-elle un enjeu dans le contexte actuel de lutte contre le terrorisme et pourquoi toutes les juntes au Sahel finalement semblent avoir décrété la violation des droits humains comme condition du succès de leur stratégie de lutte contre le terrorisme? Merci, Inous. Je voudrais aussi remercier Didier, évidemment, de l'éclairage qu'il vient de nous donner. Vous posez là une question fondamentale, la question, évidemment, des moyens de lutte contre le terrorisme dans le cadre des juntes. Ce qu'il faut considérer, c'est que, subséquemment à la stratégie des juntes comme moyen de lutte contre le terrorisme, le fondement, c'est qu'il faut, en partant du principe que nous avons affaire à une guerre asymétrique, les juntes ont pensé que la meilleure façon de lutter contre le terrorisme, c'est aussi de mener un combat asymétrique, c'est-à-dire, mais ici, l'asymétrie, c'est plutôt par rapport aux règles de droit qui sont contraignantes, aux dispositions organisationnelles qui règlent toutes ces questions-là. Donc, il faut agir à côté du droit, à côté de la règle, à côté aussi des institutions contraignantes. Donc, ce qui a fait que progressivement, ce qu'ils ont fait a consisté dans un premier temps à essayer de décréter une sorte de huis clos des États, c'est-à-dire couper les pays du reste du monde en s'affranchissant donc des engagements internationaux et des organismes de coopération dont le rôle justement est de faire la sentinelle des droits. Donc, c'est le premier point, se mettre hors de portée, évidemment, de la communauté internationale, en restant entre nous. Et donc, en restant entre nous, le deuxième élément qui a été fait, c'est aussi de s'en prendre à la liberté d'expression. Donc, dans un premier temps, qui a consisté à chasser tous les médias internationaux qui avaient donc évidemment pignon sur rue en matière d'information au niveau du Burkina Faso. Vous avez pu voir que dès décembre, il y a eu, sans qu'il n'y ait vraiment une base, je veux dire, de fond, sans que la procédure du droit ait été respectée, il y a eu donc la rupture avec RFI, la rupture avec France 24, et progressivement, tous les autres médias internationaux audiovisuels comme presse écrite, pour permettre justement qu'il n'y ait pas de témoins. Le deuxième acte a consisté, comme vous savez aussi, dès janvier, à se couper des organisations de l'ONU. Vous avez vu que la représentante de l'ONU au Burkina Faso avait été donc décrétée persona non grata, et progressivement, tous les organismes de l'ONU ont été obligés de se plier à la volonté du gouvernement dans leurs actions de déploiement. Et comme on a décrété que c'est la souveraineté et que les organisations, quelle que soit leur bonne volonté, quelles que soient les actions évidemment en rapport avec les droits qu'ils mènent, ne peuvent pas se placer au-dessus de la souveraineté du pays. Et donc, on a de cette façon-là, on a débranché aussi les organisations des Nations Unies qui sont, comme vous le savez, un des systèmes les plus ancrés dans nos différents pays pour permettre donc de faire la sentinelle des droits. Troisième élément, quand on a fait partie des médias internationaux, quand on s'est coupé progressivement des institutions internationales onusiennes, le troisième niveau,
a consisté dans ce cadre-là, évidemment, à progressivement museler la presse nationale en retravaillant les concepts. Je me rappelle très bien, dès le mois de mars, nous avons eu un débat au niveau de BF1 où, je ne dis pas ça pour le charger, mais où déjà le professeur Balima, qui est un de nos professeurs, un de nos éminents professeurs, avait déjà commencé évidemment à poser les jalons du musellement de la presse, d'abord en s'en prenant sans qu'il n'y ait vraiment une raison valable à la presse et aux journalistes qui, disent-ils, se croient sortis de la cuisse de Jupiter et qui se croient infaillibles. Donc, partant de ce procès évidemment en règle, tout le reste s'est fait progressivement, qui a fait que l'information est devenue un délit. Ensuite, les médias ont été caporalisés, comme on le sait récemment, avec l'accord qui a été signé avec le CSC, qui désormais fait des médias, évidemment, les accompagnants d'un processus politique qui a été très bien décrit par Didier tout à l'heure, dont on ne sait plus finalement quelle est l'articulation exacte. Est-ce que c'est comme il avait été dit au moment de l'avènement de la junte, est-ce que c'est pour lutter contre le terrorisme ou est-ce que c'est pour implémenter une révolution populaire progressiste dont jusqu'à présent, évidemment, en dehors des initiés, on attend le contenu. Mais pour rester dans notre sujet, après donc les médias, il a fallu aussi museler la justice. Comme vous savez, l'affaire de Adja de Komsilga en juillet 2023 a donné l'occasion au président Ibrahim Traoré pour remodeler la justice et en faire son instrument. Ainsi donc, comme on sait, à partir de là, il n'est plus possible à la justice, en tout cas telle que nous l'avions implémentée après l'insurrection de 2014, de pouvoir aujourd'hui se déployer et lutter ou protéger les citoyens des abus. Ce serait d'ailleurs intéressant qu'on puisse faire, si c'était possible, de faire une étude aujourd'hui comparée des saisines de la justice par rapport à un certain nombre de violations des droits des citoyens et notamment en ce qui concerne les problématiques des questions évidemment de liberté de presse avec les procès de diffamation. De ce que je regarde évidemment par les comptes rendus des médias ou de ce que l'on en sait, on sait bien que depuis le tournant du changement ou de la réforme du Conseil supérieur de la communication, depuis l'implémentation de la nouvelle loi du CSC, on se rend compte évidemment qu'il y a moins, la justice est moins saisie par rapport à ces questions d'atteinte aux libertés des citoyens, parce que le juge lui-même n'a plus la liberté et l'indépendance qu'il avait d'antan. À partir du moment où un juge peut être arrêté, envoyé au front ou même enfermé parce qu'il aurait dans les délibérations prononcées, donné un prononcé de jugement qui va à l'encontre ou qui lèse l'intérêt du président Ibrahim Traoré. À partir de cet instant-là, les juges aussi, comme vous savez, ont dû lever le pied parce que le cadre n'y est plus, le cadre qui permettait donc l'indépendance. Peut-être qu'on reviendra sur cette question dans nos échanges. Peut-être qu'on reviendra sur cette question. Je termine rapidement. Bon, je voulais, donc, il y a globalement, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que les jeunes considèrent qu'on ne peut pas gagner la lutte contre le terrorisme en restant dans le cadre des lois et qu'il faut le faire hors la loi, comme évidemment le font les terroristes. C'est-à-dire que le gouvernement pense que la meilleure méthode de vaincre le terrorisme, c'est de faire comme les terroristes.
Voilà donc ce que je peux dire par rapport à ça. Monsieur Barry, est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre les violations massives des droits humains que vous avez énumérées tout à l'heure et la doctrine d'utilisation des forces dans la lutte contre le terrorisme? Oui, parce qu'il faut savoir que là aussi, on pourrait, si on avait le temps, aller sur le développement, évidemment, de la problématique du recours aux forces de sécurité et de l'armée. Vous savez que de façon générale, dans les crises, l'armée est considérée comme une force de troisième catégorie et elle ne peut être employée dans le cadre national que lorsque il y a une réquisition qui est faite évidemment par des personnes tout à fait nominativement désignées dans le cadre de la Constitution et de nos lois. Mais vous savez que dans ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, tout le monde admet que les terroristes que nous combattons sont des Burkinabés et qui opèrent à l'intérieur du pays contre évidemment l'État burkinabé dont ils s'en prennent ou contre d'autres citoyens dont ils s'en prennent, mais ils ne sont pas des citoyens de notre pays. Nous ne sommes pas dans le cadre d'une guerre classique dont le Burkina Faso serait attaqué par un autre pays. Même si aujourd'hui, évidemment, dans le narratif gouvernemental, depuis peu, on veut faire croire que le gouvernement, le Burkina ne lutte plus contre les terroristes, mais il fait une guerre contre l'impérialisme. Encore faut-il savoir, la guerre contre l'impérialisme revêt quoi et quoi, c'est-à-dire, est-ce que le Burkina affronte des troupes de l'impérialisme? Et si oui, quels sont les pays qu'il faut donc nommément désigner qui font partie évidemment de cette coalition qui attaquerait le Burkina Faso? Toutes ces questions ne sont pas évidemment évoquées ou éclaircies parce que c'est dans le flou que l'argumentaire marche le mieux. Mais donc, pour revenir à la question, pour pouvoir donc terminer sur la problématique évidemment des questions d'engagement, on sait donc que le fait d'utiliser l'armée dans le cadre précis de la lutte contre le terrorisme, et qui n'a pas, dont la définition n'est pas assez précise, parce que n'oubliez pas que pendant longtemps, on n'a pas voulu admettre que nous étions en guerre. Donc, comme on n'est pas en guerre, évidemment, l'utilisation de l'armée pose problème. Et quand on utilise l'armée, ça veut dire qu'on s'affranchit du respect d'un certain nombre de normes. Parce que c'est pour cela qu'on parle de réquisition qui donne droit à l'armée, qui ne fait pas du maintien de l'ordre, mais qui fait de la restauration de l'ordre. L'armée, quand il est engagé, il fait donc de la restauration de l'ordre, qui fait donc qu'il est permis ou admis qu'elle puisse, sur un certain nombre de points, ne pas tenir compte d'un certain nombre de règles de droit et des droits de citoyens. Voilà un peu ce à quoi, dans le flou dans lequel nous sommes aujourd'hui par rapport à l'engagement des forces, qui fait que nous constatons beaucoup d'exactions. Mais en même temps, cela correspond aussi peut-être à la problématique que les gouvernants, et notamment le nôtre, ont essayé de poser comme postulat des éléments de lutte contre le terrorisme. C'est-à-dire, comme je l'ai dit tantôt, à partir du moment où la loi est un frein à la lutte contre le terrorisme et qu'il faut passer à côté de la loi pour réussir, évidemment, on est dans le domaine de toutes les dérives possibles. Alors, on est vraiment bousculé, mais je vais vous poser une dernière question. Avez-vous connaissance d'histoires ou de témoignages particuliers qui illustrent l'impact de ces exactions-là, notamment sur les communautés vivant au Sahel? Je vais parler notamment de la communauté Peul, qui semble être la plus touchée par ces exactions. Oui, aujourd'hui, si on devait documenter cela... En 2-3 minutes, s'il vous plaît, M. Barry. En 2-3 minutes. Je vais essayer de faire bref.
En ce qui concerne la question des exactions et en rapport avec la communauté Peul, l'élément premier sur lequel au début on n'a pas voulu totalement admettre, c'est qu'on est parti du postulat que le terrorisme, ce sont les Peuls. Le Peul, à partir du moment où il y a une majorité, la majorité des terroristes sont Peuls, en raison de la géographie, évidemment, de l'entrée du terrorisme au Burkina Faso. Si le terrorisme était venu au sud, je ne suis pas sûr que c'était sûr que on y retrouve beaucoup de Peuls. Mais à partir de ce postulat, tout est devenu possible. Et donc, on a eu beaucoup d'exactions. Mais je donne quelques éléments rapides. Vous avez sur beaucoup de nos routes où aussi bien les VDP que les FDS, ils arrêtent un car et ils demandent est-ce qu'il y a un Peul dans le car? Et s'il y a un Peul dans le car, on le descend et on l'exécute. Je donne un exemple concret. Les parents de l'ancien ministre du Commerce, que vous connaissez, Tal, ont été descendus de la voiture de transport en commun entre Pa et Bobo Dioulasso et exécutés, tout simplement parce qu'ils sont Peuls. Deuxième élément, il y a eu tellement d'assassinats de bergers dans les brousses parce que si un berger rencontre un VDP, il est mort. S'il rencontre un FDS, il est mort parce qu'on ne lui demande pas. Ils n'ont pas de... À partir du moment où c'est un Peul, c'est un terroriste. Mais vous savez aussi, et je ne sais pas s'il me reste 2 minutes, mais vous savez aussi que l'un des... Je parle Il pas vous reste 45 secondes. Je ne parle pas de Yirgou, mais vous savez ce qui s'est passé à Caen, ce qui s'est passé à Ban. Vous savez que la majorité des gens qui ont été exécutés chez eux, réveillés la nuit, sont de la communauté Peul et ont été présentés comme des terroristes. Les chiffres officiels à l'époque donnaient 140 personnes, ou c'est 240 personnes. Le MBDHP déjà d'ailleurs avait fait un très bon travail là-dessus. Mais je termine sur un autre élément extrêmement important sur lequel jusqu'à présent personne ne parle, c'est les abattoirs de Peul. Vous savez qu'à Nagrin, vers Natiabouani, à Fada, il y a un lieu désigné et connu comme un abattoir de Peul. Vous savez que vers Kungusi, à Kungusi-Ville, on avait dénombré en 2022 4 lieux appelés abattoirs de Peul. À Bourzanga, derrière la colline qui jouxte la gendarmerie, il y a un endroit dénommé l'abattoir des Peuls. Donc, on a ces éléments-là qui ont été documentés par le CISC, mais qui aujourd'hui, évidemment, ne peuvent pas être je vais dire, qui sont considérés, en fait, qui ne sont pas considérés aujourd'hui parce qu'il n'est pas possible d'en parler. Mais voilà des éléments concrets. On pourrait en multiplier, des familles, des villages. Aujourd'hui, il y a très peu de villages burkinabés où vous pouvez aller et vous allez trouver une famille Peul. Même celle qui n'a jamais rien fait contre ses voisins a été obligée soit de fuir, soit ils ont été exécutés froidement et enterrés. Et aujourd'hui, si l'on regarde, je termine rapidement sur ça, si on voit aujourd'hui l'ampleur de la crise au niveau du Koulpelgo, si on regarde l'ampleur de la crise des attaques autour des villages comme Mouaga, comme Bissiga, si on creuse très bien, ce qui s'est passé, c'est parce qu'il y a eu trop d'exactions contre la communauté Peul et des gens ont été froidement assassinés et chassés de leur village, considérant évidemment qu'ils n'étaient pas assez forts et n'ont jamais eu l'appui des forces publiques. Parce que tout ce qu'on fait contre un Peul, il ne peut pas aller se plaindre à la gendarmerie
il ne peut pas demander le secours de l'armée, il ne peut pas aller à la justice. Voilà donc la situation telle qu'elle prévaut dans notre pays aujourd'hui, hélas, et qui donne la situation que nous avons aujourd'hui, qui est donc à partir de la géographie de l'exacerbation de la crise terroriste, épouse évidemment la géographie des exactions communautaires. Je vous remercie. Merci bien, Monsieur Barry. Merci pour cette contribution assez riche. Courage à vous et à toutes les victimes du terrorisme, mais aussi de la barbarie et de la méchanceté gratuite dont sont victimes certains Burkinabés. On arrive à présent au troisième et dernier intervenant de cette soirée, Monsieur David Gakounzi. Bonsoir, cher David. Vous êtes en ligne. Vous m'entendez? Oui, je suis là, je vous entends très bien. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous venez de la région des Grands Lacs. Vous avez passé une grande partie de votre vie à sillonner l'Afrique et le monde et à œuvrer pour la paix. En partant de votre parcours et de votre expérience, quel est le regard que vous portez sur la crise sécuritaire qui prévaut aujourd'hui au Sahel? Merci. Je voudrais d'abord exprimer toute ma solidarité à Barry et à toutes les victimes actuelles. Il y a quelques années, il y a 2 ans, j'étais venu au Burkina Faso et j'en suis reparti triste et j'avais peur, vraiment peur pour l'avenir du Burkina. Pendant longtemps, le Burkina a signifié pour nous autres Africains, notamment nous qui avons vécu pendant des années de guerre dans la région des Grands Lacs, le Burkina signifiait un pays paisible, un pays de quiétude. Alors, voir ce basculement actuel, ça fait très mal. Mais c'était un basculement, je dirais, prévisible. Prévisible d'abord parce que cette guerre-là dure maintenant presque 30 ans. Elle a commencé en Algérie avec la décennie noire. Ensuite, les terroristes se sont installés dans les montagnes du nord Mali. Ils ont étendu leur influence sur tout le Mali et progressivement sur tout le Sahel. Alors là où il y a un sérieux problème, c'est quand on commence à penser qu'on peut répondre à un fondamentalisme, entre guillemets, religieux, par un fondamentalisme politique. Parce qu'aujourd'hui, le Burkina doit faire face à 2 fondamentalismes, un fondamentalisme terroriste et un fondamentalisme politique, qui se dit souverainiste, panafricaniste, et c'est qui est d'ailleurs une façon de dénaturer le panafricanisme, parce que je ne comprends pas comment on peut être panafricaniste tout en étant tribaliste, tout en engageant, tout en stigmatisant une partie de la population. Ce qui est en train d'arriver aujourd'hui était déjà dans le discours. Vous savez, les phénomènes d'extermination des populations, c'est facile de les déceler quand on écoute le discours politique ou le discours ambiant. Tout commence toujours par le langage. Les crimes sont d'abord inscrits dans le langage. On rend les gens possibles dans la langue et après, c'est facile de passer à l'acte. Et je crois qu'aujourd'hui, le problème aussi, c'est que on est arrivé au stade où on pense que la guerre doit être confiée aux militaires. On ne gagne pas une guerre en la confiant aux militaires. Les militaires, c'est un corps technique. Ce n'est pas aux militaires de définir comment une société fait face à une menace extérieure ou intérieure. Parce que quand on fait cela, il y a le risque que la politique soit réduite seulement à un langage de guerre. La politique redevient exclusivement une question de guerre. Alors que si on veut résoudre un conflit dans une société,
il faut avoir une analyse politique, il faut analyser la nature du conflit. Et je pense que l'une des erreurs qui a été commise aussi bien au Burkina que dans le Sahel, c'est que jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas encore parvenu à nommer politiquement le problème. On dit c'est le terrorisme, mais qu'est-ce qu'il y a comme idéologie derrière ce terrorisme-là? C'est quoi, politiquement? Parce qu'il peut y avoir plusieurs sortes de terrorisme. Parce que tant qu'on n'a pas nommé le problème, on ne peut pas essayer de comprendre comment il évolue. Par exemple, ce terrorisme-là a su très bien, je dirais, manœuvrer, exploiter les contradictions locales, les conflits locaux. Il s'est installé parce qu'il y avait des problèmes dans la société, parce qu'il y avait des problèmes dans la région, parce qu'il y avait des inégalités, parce qu'il y a plusieurs raisons. Et ces questions-là, ces questions politiques, il faut oser les poser. C'est facile de se réfugier dans une dynamique de fabrique des ennemis. Hein. On fabrique des ennemis intérieurs, on fabrique des ennemis extérieurs. On appelle cela la lutte contre l'impérialisme. La lutte contre l'Occident, c'est devenu la lutte contre l'impérialisme. Ce qui est paradoxalement, je dirais presque une imitation du discours même de ces terroristes-là. Parce que le terrorisme au niveau du Sahel, ou le terrorisme qu'on appelle le djihadisme, son discours principal, c'est la lutte contre l'Occident, la lutte contre la modernité. Et là, aujourd'hui, au nom de la lutte contre le terrorisme, on reprend exactement le même logiciel politique en disant qu'on lutte contre l'Occident, etc. Donc, je pense qu'il y a d'abord une question d'éclaircissement politique. Quelle est la nature du conflit et comment on y fait face politiquement et militairement dans un cadre défini par toute la société et non par un cadre où on donne le feu vert, carte blanche à un chef. Parce que cela est très dangereux pour une société. Je dirais qu'ensuite, on est devant deux dangers. C'est la violence contre la société, hein, la violence, la double violence, la violence des terroristes et la violence des forces qui devraient normalement protéger la population. Mais ensuite, il y a cette lutte contre la vérité, hein, cette propagande. Une propagande qui vise à diviser les gens, qui vise à stigmatiser une population et qui essaye de trouver des ennemis extérieurs et en vérité qui finit par isoler le Burkina Faso. Vous savez, on ne gagne une guerre comme celle-là que quand on est clair sur les objectifs politiques, mais surtout quand on arrive à faire l'unité de la société. Il faut unir les gens et non pas les diviser et non pas priver la société. Et deuxièmement, quand on arrive à construire des alliances au niveau régional et international. Or là, on fait tout le contraire. On divise les Burkinabés, on reprend un langage qu'on a déjà entendu dans des États staliniens, ce langage-là d'apatride, par exemple. Ce n'est pas nouveau, hein. C'est un langage qui a été utilisé par Staline, c'est un langage qui a été utilisé par Idi Amin. Hein. Le tyran Idi Amin, il appelait apatrides les gens qui n'étaient pas d'accord avec lui. Et même à l'époque de la Guinée de Sékou Touré, on appelait apatrides les gens qui n'étaient pas d'accord avec le régime de l'époque. Donc, on divise les gens, on disqualifie les gens, tout en se proclamant en même temps panafricaniste, ce qui est un paradoxe. Et ensuite, on isole le pays et on va chercher un nouvel impérialisme. On prétend lutter contre l'impérialisme et on le remplace par un autre impérialisme, notamment avec cette alliance avec la Russie. Parce que s'il y a aujourd'hui une puissance impérialiste dans le monde qui mène une guerre ouverte par rapport à un pays voisin, c'est bien la Russie. Et il ne faut pas aussi l'oublier, c'est que la Russie, l'objectif de la Russie, c'est de déconstruire l'ordre international. Or, c'est cet ordre international qui nous permet d'assurer nos propres souverainetés. Cet ordre international qui a été construit après 1945. Si cet ordre international est déconstruit, ça veut dire qu'on entre dans la loi de la jungle. Et dans la loi de la jungle, la Russie pourra se défendre,
la Chine pourra se défendre puisqu'ils sont assez puissants, mais nous autres petits pays africains, on sera bouffés. Nous sommes, par cette démarche-là, en train de contribuer nous-mêmes à créer les conditions de notre propre recolonisation, à créer des conditions du retour au 19e siècle en suivant aveuglément des alliés que l'on a décidé de proclamer que, par essence, eux, ils ne seraient pas guidés par des velléités colonialistes. C'est tragique ce qui se passe aujourd'hui. Justement, comment dans ce contexte-là, Monsieur David, comment dans ce contexte-là, vous voyez l'avenir des pays sahéliens finalement? Vous savez, vous êtes dans une situation, je dirais, difficile. Pas seulement vous, mais toute l'Afrique. Aujourd'hui, comme je le dis, on n'est pas dans une guerre mondiale, mais on est dans un monde en guerre. Et l'Afrique, toutes les régions de l'Afrique aujourd'hui sont touchées par des guerres. Et il y a une nouvelle ruée vers l'Afrique, par des puissances qui ne sont pas nécessairement des puissances européennes ou occidentales. Regardez le rôle, par exemple, des Émirats arabes unis aujourd'hui, qui investit 10 milliards sur tout le continent africain, qui est impliqué dans la guerre en Libye, qui est impliqué dans la guerre au Soudan. Je ne vais pas citer toutes les autres puissances qui sont en train de débarquer en Afrique. Donc, si nous, on n'a pas une stratégie collective unifiant nos forces et arrêtant ces guerres internes, hein, on est en train on se fragilise nous-mêmes. Et je pense qu'il y a trois scénarios possibles. Premier scénario, c'est le pourrissement actuel. On continue de cliver la société, on continue de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Hein. Deuxième scénario, la dérive génocidaire, qui a déjà commencé. Parce que quand on s'en prend aux Peuls, quand on s'en prend aux gens pour des délits de faciès, on est déjà dans une dérive génocidaire. Les massacres dont j'ai entendu parler, ce sont des actes génocidaires. Donc, cette dérive génocidaire risque de continuer. Et troisième scénario, qui pour moi est le scénario positif et sur lequel nous devons tous travailler, c'est nous mobiliser tous pour qu'on revienne à la politique. La politique, c'est quoi? C'est accepter de résoudre des contradictions dans une société en passant par le dialogue, en passant par l'analyse, en acceptant le réel et non pas en se réfugiant dans des idéologies ou dans des discours de fuite, en fait. Hein. Donc, revenir au dialogue, revenir à la politique et définir ensemble quelle est la nature du problème et comment la société burkinabé ou les sociétés sahéliennes s'organisent pour faire face à ce problème-là, que ce soit en termes militaires, mais aussi en termes politiques. Parce qu'il y a des jeunes qui meurent, qui sont quelque part manipulés par ces mouvements terroristes-là. Comment on fait pour les réintégrer dans la société? Est-ce qu'on garde seulement une logique de guerre totale ou est-ce qu'on se dit comment on traite la question d'une manière politique? Et je dirais que l'un des problèmes qu'on doit affronter aujourd'hui, c'est qu'on a des jeunes, une génération de jeunes sans avenir, qui est en colère et surtout qui n'a ni mémoire, hein, qui est dépourvue de mémoire, c'est une génération sans mémoire et sans formation politique. Et cette jeunesse-là est manipulable par tous les vendeurs de haine, par tous les entrepreneurs de haine. Et cela, c'est très dangereux pour une société. Faites vraiment attention, parce que ce qui est en train de vous arriver, moi, je l'ai vu arriver dans la région des Grands Lacs. Les gens dans la région des Grands Lacs ne sont pas plus barbares que n'importe qui. Mais une société dans une situation de guerre, avec des discours clivants, avec des discours disqualifiant toutes les voix critiques, est une société en danger. Et quand les gens sont en danger, quand il y a une dynamique où toute voix critique est interdite, où il y a un climat de peur, où on arrive à banaliser la cruauté, c'est une société qui est vraiment en danger.
mais l'histoire est toujours ce que les hommes choisissent d'en faire. C'est à nous tous de nous mobiliser pour que le pire n'arrive pas au Burkina, comme c'est déjà arrivé dans d'autres pays en Afrique. Je vois qu'on est vraiment pris par le temps, donc on va remercier Monsieur David Gakunzi et merci encore à tous nos 3 panélistes pour leurs riches contributions. Nous allons nous tourner maintenant vers l'assistance pour prendre les contributions, mais aussi des questions. Et on aura le temps éventuellement de revenir avec David, Didier et Barry sur les différentes questions que les uns et les autres auront à soulever. Ceux qui ne souhaitent pas aussi prendre la parole peuvent, dans le chat, poser leurs questions, on les prendra en compte. Donc, la parole à qui veut la prendre. Vous vous présentez et vous posez votre question ou votre contribution. Si elle est main levée, peut-être qu'il faut appeler les gens. C'est pas mieux. Je vois quelques petits soucis techniques. Je vois Fadel Barro qui lève la main. Oui, Fadel Barro, vous avez la parole. Fadel? Bonsoir, vous m'entendez? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Excusez-moi, il y a un peu de bruit autour de moi. Je voudrais D'accord. remercier tout le monde pour l'organisation de cette discussion ô combien importante. Et ça fait plaisir d'entendre David Gakunzi, tout son éclairage. Et en même temps, je salue Newton, je te salue Rick, tout le monde qui a bien contribué à illuminer cette soirée d'information aussi importante, surtout pour nous autres qui ne sommes pas directement sur le terrain. Je voudrais, quand je vois David, la dernière fois que je l'ai vu, c'était pendant le lancement du mémorial Thomas Sankara à Ouagadougou. Il y avait tellement d'espoir à l'époque, il y avait tellement de bonnes vibes. L'insurrection venait de passer. Nous semblions avoir les clés de l'avenir. Nous semblions déjà commencer à oser inventer l'avenir, tous réunis autour de ce projet de mémorial. Aujourd'hui, quand je vois là où on en est avec cet espoir-là, c'est que c'est vraiment triste. Nous reculons véritablement, mais j'espère simplement qu'au bout du compte, c'est ce qui semble être un recul aujourd'hui, mais que l'avancement d'un pas de géant, parce que à l'échelle de l'histoire, il y a toujours de l'espoir qu'on peut avoir quand nous regardons nous-mêmes qui sommes autour de ce panel et qui discutons des questions qui nous intéressent au-delà des frontières tracées par la colonisation. Je vais pas revenir sur tout ce qui a été dit. Pour moi, c'est clair qu'il y a un génocide en cours. Je ne dis pas que le pire est en cours, mais le pire est déjà là. Il y a un génocide en cours. C'est à nous de le documenter. C'est à nous de le porter à la connaissance du monde entier. C'est à nous de faire le plaidoyer pour arrêter ce massacre. Et c'est pour ça que je ne vais pas être long. Je voulais juste dire ceci. Qu'est-ce qu'on fait après qu'on est informé de tout ça? Vraiment, cette question m'intéresse beaucoup parce que je reste un activiste, un homme de terrain. Et pour moi, ces panels-là ne doivent pas servir qu'à nous informer. Parce que la plupart des acteurs ici présents dans ce panel sont déjà largement informés de ce qui se passe et ils sont déjà engagés d'une manière ou d'une autre à arrêter ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on peut
faire. Nous, à notre niveau, ici à Dakar, nous tenons un campus. Nous essayons de tenir un campus numérique parce que là où on a perdu la guerre, c'est là où on devrait être le plus fort. C'est la bataille de l'information. C'est la bataille qui parle d'information, parle de propagande. Moi, je sais que eBay n'est pas du tout populaire comme il semble l'être. Ils utilisent des tuyaux de propagande que nous connaissons, que nous voyons nous dérouler sous nos yeux. Mais la seule chose, c'est que c'est assez élaboré, assez organisé. Il y a une grosse machine en face de nous, une grosse machine qui nous tue, qui tue nos parents sur le terrain, qui tue les Africains, parce que pour moi, c'est juste simplement une tuerie d'Africains, que ce soit de l'ethnie Peul ou d'autres ethnies, c'est une tuerie. C'est les Africains qui s'entretuent au nom d'intérêts que l'on ne maîtrise même pas. Et pour cela, on instrumentalise quelques bouffons qui sont au pouvoir et qui se prennent pour des héros anti-impérialistes. À partir de ce moment, qu'est-ce que nous faisons, nous, là où on peut agir? Je pense que là où on peut agir, c'est au niveau, comme on fait là. Mais des stratégies existent. L'énergie qu'il y a ici, 117 personnes, si c'est organisé bien sur les réseaux sociaux, on peut impacter mais véritablement sur les réseaux à partir et surtout le Sahel. J'ai vu dernièrement quand la sortie de Guy Marius Sagna au Sénégal, ensuite tout de suite repris par Ousmane Sonko qui se rend à Ouagadougou. Mais ce sont les mêmes mécanismes qui sont utilisés de propagande pour camoufler des échecs internes dans nos pays et nos dirigeants se connectent et sont capables de se connecter à la manière des États comme ils le font au niveau de l'AES. Ils sont capables de se connecter à haut niveau pour faire croire qu'ils sont les héros, pour faire croire qu'ils sont les plus forts, pour faire croire aux panafricanistes qui se battent tous les jours, surtout dans les pays anglophones, en pensant que c'est eux l'exemple à suivre. Et pourtant, ce n'est pas une exemplarité, c'est juste des bullshit des gens qu'il faut vite passer à autre chose. Donc, merci bien, Monsieur Barrot. On vous a compris. On vous a bien compris. Merci pour votre contribution. Je finis juste en disant que connectons-nous, ceux qui sont là. 30 secondes. Connecte, moins de 30 secondes. Je fais un appel à l'action et à la solidarité, à la mutualité. Mutualisons nos efforts et parachevons la lutte de manière organisée et cohérente pour gagner ne serait-ce cette bataille numérique de propagande. Ça, c'est à notre disposition. Nous ne prenons pas les armes. On est capable de le faire. Merci. Merci bien, Monsieur Fadel Barrot. Oumarou est bien à la parole. Ok, merci Younous, merci aux panélistes. Moi, je voulais juste rebondir sur ce que Fadel a dit qui est important. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est l'organisation. Moi, je dirais que c'est le point essentiel. Si ce panel-là peut nous servir à établir des connexions, à engager des actions, ce serait pas mal. Parce que malheureusement, au pays, la situation est telle qu'on peut comprendre les uns et les autres dans leur posture, mais nous qui sommes à l'extérieur, pour une raison ou pour une autre, il est important qu'on puisse s'organiser pour faire face, parce que c'est notre pays, et le pays est en train de tomber. Au-delà de toute la propagande qu'on peut lire à gauche, à droite, le pays est en train de tomber. Et moi, je suis dans une dynamique d'action. Il faut qu'on agisse. Il faut qu'on agisse. La plus petite action peut faire changer quelque chose. Il faut qu'on agisse. Ce panel, c'est un pas, mais il y a plein d'autres pas qui vont venir. Il est important qu'on puisse, là où on peut s'accorder, on n'est pas obligé d'être d'accord, hein, on n'est pas dans les mêmes dynamiques, on a peut-être des objectifs politiques différents, mais là où on peut s'entendre pour agir ensemble, on s'entend pour agir ensemble parce que toute petite action peut faire changer quelque chose. C'est juste sur cet élément-là que j'allais insister. C'est bon qu'on parle, mais c'est aussi très bon d'agir concrètement pour faire changer ce qui est en train de détruire le pays. J'insiste sur le mot détruire le pays. Ils sont en train de détruire le pays. Et ça, il faut qu'on arrête ça. Merci. Merci beaucoup, Oumarou Ebié. J'espère que votre appel, tout comme celui de Fadel Barrot, sera entendu. Alassane était revenu entre-temps. Est-ce qu'il est là? Oui, je pense que ici, là, vous voyez, oui, il a la parole. Merci beaucoup. Merci pour la parole donnée. Merci, chers panélistes. Merci pour les débats suscités. Je pense qu'on a presque tout écouté, on a tout entendu. Mais c'est comme Oumarou vient de le dire,
je pense que le plus important aujourd'hui, c'est ceux qui sont à l'extérieur, c'est d'organiser la résistance. Et je pense que nous n'avons pas nous avons le devoir de ne pas échouer, parce que le peuple burkinabé aujourd'hui, ceux qui sont restés, ceux qui sont au pays, ils sont réduits au silence. Et donc, il nous appartient à nous, qui sont à l'extérieur, vraiment d'organiser la résistance. Je pense que c'est genre le panel, et puis bon, je suis beaucoup les panels sur TikTok. Ce sont je veux dire, ces comportements qui nous permettront vraiment de résister contre la gente. Et puis, vraiment, je ne voudrais pas être long. Et puis, vraiment, je dis vraiment que j'écoutais religieusement les propos de tous les panélistes. Et vraiment, je vous remercie tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alassane. Je vois qu'il y a un certain Jamis qui a levé la main. Est-ce que Jamis est là? Si oui, il a la parole. Oui. Jamis, est-il encore connecté? Oui, je suis là. Vous m'entendez là? Oui, on vous entend bien, Jamis. Merci beaucoup. Je salue tous les panélistes qui sont là et tout. Je salue tout le monde. J'insiste, j'ai moins d'une minute, je peux le faire, mais je dis, j'insiste sur le fait que aujourd'hui, toutes les personnes qui sont là et qui sont en train d'écouter ce panel, ils sont informés de ce qui se passe. J'appuie l'idée de Fadel, l'idée de Omaro et tout ce qui sont passés ici. L'heure n'est pas à parler de ce récit de Nyerere. L'heure, bien vrai qu'on aimerait bien, mais l'heure aujourd'hui est de démanteler cette propagande qui est en train de détruire notre continent. Et pour cela, activons-nous et activons-nous. Vous êtes vraiment, il y a des personnes très âgées qui sont ici et tout, mais moi, je vais porter cette voix, que nous, cette jeunesse d'aujourd'hui, on a des références qui sont là, et qui sont en train de nous donner de la force, mais on va mutualiser cette force. En quoi? En faisant de cette force des actions citoyennes, des actions de nous-mêmes que nous allons reformuler et qui va être notre outil. C'est la paix. Notre outil est la paix et nous allons l'utiliser. Et aujourd'hui, participons à tout ce que nous faisons pour démanteler cette campagne, cette vaste campagne de désinformation sur les réseaux. On est en train de le faire. Je félicite Burkina Deba qui est dans ce panel. Je félicite et suivons le combat et restons solidaires et en fait, négligeons aucunement les partages ou les commentaires ou divulgations de contenu vrai et trop. Merci beaucoup. Demande qu'on arrête de tuer les honnêtes gens, qu'on arrête de voler le bétail des gens, qu'on finisse malgré cela par les tuer. Pourrions-nous créer un fonds de soutien pour certaines familles? Voilà, entre autres, donc, des questions qui ont été posées. Globalement, je pense qu'il n'y a pas de questions directement adressées aux différents panélistes. Cela pourrait signifier aussi que le message était clair et limpide. On va donc passer du côté des panélistes pour faire un dernier tour de table en commençant bien entendu par Didier Ouedraogo. Monsieur Didier Ouedraogo, vous avez la parole. Merci Younous de me donner la parole. Alors, des éléments ne sont pas arrivés sur les réflexions. Je vais juste revenir sur un qui est fondamental. C'est en fait la suite que nous réservons à notre propre rencontre ici ce soir, avec deux volets essentiels. Le premier, c'est d'abord la sécurisation de ceux qui sont en ligne et de ceux qui participent à ce débat, parce qu'il ne sera jamais de trop de dire que la situation est compliquée et que plus donc il y aura de la résistance, plus il y aura donc de la colère de l'autre côté. Donc les dispositions doivent être prises, mais à ce sujet-là, il n'y aura pas de réponse en ligne, bien évidemment. Nous reviendrons vers un peu les uns et les autres pour pouvoir réfléchir ensemble sur la manière dont nous devrions pouvoir continuer donc à engager cette dynamique et à l'élargir et à l'approfondir et à la consolider. Ça, c'est un premier élément, bien sûr.
Donc, il n'y a pas de réponse précise. Mais le second élément concerne aussi la manière dont nous devrions continuer le travail, parce qu'on est tous conscients qu'il y a une vaste opération donc, de fake news, de lecture de la réalité burkinabé. Donc, il y a une transformation fondamentale de ce qui se passe au Burkina, c'est-à-dire qui inonde les réseaux sociaux de choses qui n'existent pas. Et on sait très bien qu'on est en train donc de rendre IB un héros africain, sinon mondial, contre une lutte dont on ne connaît pas vraiment les tenants et les aboutissants, comme laissait entendre bien sûr David tout à l'heure. Mais il est évident que ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts dans la conscience africaine d'une jeunesse qui attend et qui est surtout donc prise au piège par une espèce donc d'un messie qui surgit comme ça dans l'histoire africaine et qui semble donc catalyser toutes ces attentes. Donc, c'est à nous donc de travailler aussi pour développer un réseau parallèle, parce que la guerre de la communication est aujourd'hui une des premières guerres qu'il a su mettre en place, et avec des budgets énormes partout dans le monde et jusqu'aux confins donc du monde. Donc, à nous aussi donc de voir comment on peut s'organiser, aussi chercher des soutiens, des médias, des supports, pour aussi donc faire circuler la bonne information à la population, à la fois nationale et internationale, parce qu'on n'est pas sans ignorer que même au Burkina Faso aujourd'hui, on ne sait même plus, même les compatriotes ne savent même plus ce qui se passe à l'extérieur du monde, sauf ceux qui sont encore branchés. Sinon, la situation même sur notre propre territoire n'est même pas connue donc des Burkinabés. Donc, c'est vraiment une vraie catastrophe et il nous faudrait donc réfléchir sérieusement. Mais bon, les initiatives, ce que je souhaiterais, c'est que vous puissiez rester donc branchés sur les initiatives qu'on prendrait et qu'on proposerait ensemble pour commencer à configurer une vraie résistance à l'inflation. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Draogo. Nous allons passer la parole à David Gakouzi, qui a également des contraintes. Donc, Monsieur Gakouzi, vous avez la parole. Merci. Fadel a raison. Il faut qu'on s'organise en suivant ce que vous êtes en train de faire là. Vous nous avez réunis. Il faut que vous nous montriez comment on pourrait continuer à travailler ensemble pour faire face à cette propagande-là qui est en train de zombifier carrément nos jeunes. Donc, lutter contre la propagande, mais en même temps, réaliser que nous avons une grande force, c'est-à-dire on peut être une force de proposition. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrive à mettre en place, par exemple, une sorte de forum civique panafricain qui peut jouer en même temps un rôle diplomatique, de médiation ou de proposition citoyenne. Nous autres citoyens, nous avons une force, il faut que nous nous en rendions compte. Le mouvement de Fadel, à l'époque, a fait beaucoup, a montré qu'on pouvait changer une dynamique dans une société. Donc, toutes ces expertises-là, il faut qu'on les mette ensemble et qu'on se dote d'un outil qui nous permettrait à la fois de faire face à la propagande, mais en même temps de pouvoir influer sur les dynamiques, y compris politiques, en faisant remonter la voix citoyenne et en montrant qu'il y a d'autres alternatives en Afrique et que nous ne sommes pas des pays et des populations voués à applaudir, applaudir des chefs qu'on nous sort de je ne sais pas où, qui sortent de nulle part, et surtout à ne pas rentrer à ne pas oublier l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est la guerre contre la misère, c'est la guerre contre la violence et c'est la guerre contre l'ignorance. Revenir aux choses essentielles, parce que c'est Cabral qui le disait, il disait il ne faut jamais oublier que quand nous nous battons pour que la vie quotidienne des gens s'améliore. Donc, il faut qu'on arrive à ramener les questions essentielles du quotidien des Africains à la table et qu'on sorte de ce nuage-là fumeux de propagande qui nous ramène à des guerres, des guerres inutiles, quoi. On nous amène dans des combats qui n'en sont pas. On nous amène dans des discours anti-impérialistes qu'on ne maîtrise même pas. On nous parle du panafricanisme qu'on ne maîtrise pas.
on parle de Sankara, mais on fait tout le contraire de Sankara. Je terminerai là-dessus, puisque Fadil a parlé de Sankara. Sankara serait aujourd'hui vivant et présent à Ouagadougou. Je ne sais pas s'il ne serait pas dans la même cellule que Maître Guy Hervé. Vous pensez aussi à Guy Hervé, et qui normalement devrait être ailleurs pour servir son pays. J'ose croire qu'il n'est jamais trop tard, qu'on peut arriver à revenir à la raison, mais cela dépend aussi des gens qui sont en train d'entraîner ce pays dans l'impasse, qui doivent comprendre qu'on finit toujours par payer le prix de ses actes tôt ou tard, et qu'il est toujours préférable peut-être de revenir vers la voie de l'unification et la voie du bien pour le pays, plutôt que de continuer à entraîner sa société, sa génération, son pays vers des impasses au service des intérêts égoïstes, des intérêts qu'on ne maîtrise pas. Je suis désolé de m'arrêter là parce que je dois voyager tôt. Je suis à votre service. Si je peux, tout ce que je peux faire pour le Burkina et pour d'autres pays d'Afrique, je le ferai parce que c'est notre devoir de contribuer comme on peut pour la paix, l'unité et le bien-être de nos peuples. S'il vous plaît, on va parce qu'apparemment, nous, ça s'est encore déconnecté. Je pense que la parole va être passée à Newton Ahmed Bari pour ramasser son mot de fin. Ok, merci Oumar, merci au premier panéliste. Je crois que je vais rester dans le même moule, évidemment en reprenant un certain nombre de questions. La première problématique, qu'est-ce qu'on peut faire? Il me semble qu'aujourd'hui, notre situation est davantage difficile qu'il y a tellement d'écueils pour lesquels il n'y a pas de réponse construite. Le premier écueil, c'est quoi? C'est que nous sommes aujourd'hui, particulièrement dans les pays de l'AES et spécifiquement au Burkina Faso, on est presque sourd et aveugle. On est dans un trou noir de l'information. On ne sait, les Burkinabés ne savent pas exactement ce qui se passe dans leur pays. Et la junte a vraiment réussi ce coup-ci. Et donc, les Burkinabés ne savent que ce que la junte veut qu'ils sachent. Et notamment que tout se passe sur le terrain de la lutte contre le terrorisme, que les forces avancent et que, évidemment, le label ou la référence, c'est Bienvenue Tansa aux 20h de la RTB. C'est d'ailleurs ce qu'a voulu dénoncer nos confrères, pour lesquels nous avons une pensée assez émue, qui est donc Yezouma et Ouoba, à la fin de leur congrès, en disant qu'il fallait mettre fin à la caporalisation de la RTB, qui était devenue un instrument de la propagande. Je pense que sur cette question-là, il faut que nous trouvions, je ne sais pas quel est le moyen le plus efficace. Je vois qu'il foisonne, ou en tout cas, je vois des médias en création un peu partout, mais il faut que nous puissions avoir une autre alternative que les deux propagandes qui sont à l'œuvre aujourd'hui en ce qui concerne notre peuple, c'est-à-dire la propagande de l'État et la propagande des djihadistes. On ne peut pas choisir entre les deux. Il faut qu'il y ait entre les deux une possibilité d'information, une possibilité évidemment d'éclairage de l'opinion sur les faits pour que les citoyens burkinabés puissent apprendre la mesure de la situation dans laquelle ils vivent aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il me semble qu'il faut trouver une substitution à la désorganisation de l'environnement international et sous-régional. Nous avions, jusqu'il n'y a pas longtemps, des cadres au niveau régional où on pouvait, de façon globale, organiser des luttes de cette ampleur. Nous n'avons plus la CEDEAO. Voyons comment on peut articuler une lutte de cette nature-là autour de l'UEMOA,
qui reste quand même une des structures régionales dans lesquelles se reconnaissent encore l'AES. Donc, est-ce que l'on peut organiser à ce niveau-là? Je pense qu'avec Fadel, on devait pouvoir réfléchir et articuler quelque chose. Le troisième élément qui est important, il faut le soutien des États. Il faut quand même que des États de la sous-région ou de l'Afrique considèrent que ce qui se passe au Sahel est tellement nocif de façon générale pour les libertés et les citoyens qu'ils devraient donc pouvoir aider et appuyer des structures et des initiatives. Parce que si la propagande, si aujourd'hui le virtuel a un tel impact au niveau des Africains et au niveau international, c'est parce que le support lui-même, ce sont les États. C'est-à-dire que les 3 États consacrent des budgets colossaux, évidemment, à la propagande, à l'achat de conscience et à l'instrumentalisation et à la transformation de l'information pour présenter une certaine vérité qui est la vérité alternative qu'ils veulent faire passer. Il faut qu'on a besoin d'investiguer aussi pour voir quels sont les États qui peuvent être nos partenaires à ce niveau. Le deuxième élément de partenariat, c'est aussi les organisations internationales. Est-ce que l'UNOAS, qui est aujourd'hui à Dakar, peut nous aider à structurer quelque chose? Parce qu'il n'est pas possible d'avoir une réponse d'un niveau aussi important si nous n'avons pas un accompagnement, ou en tout cas s'il n'y a pas quelque chose d'articulé autour d'un projet que nous pourrions construire. Donc voilà les éléments que j'ajoute à qu'est-ce qu'on peut faire. Maintenant, il y a Ouedraogo qui a posé la question, que peut-on faire pour les familles en difficulté? Je n'ai pas très bien compris la question, mais il y a tellement de familles en difficulté aujourd'hui au Burkina que l'on ne sait plus quoi faire. Mais ce n'est pas que j'ai lu de la question, mais je veux dire simplement peut-être qu'il faut la reposer ou mieux l'agencer pour qu'on essaie de comprendre mieux la question. Sinon, il se trouve que en matière de crise sociale et humanitaire, l'année dernière, lorsque un des représentants onusiens est parti au Burkina, vous vous rappelez des chiffres qu'il avait donnés? Il avait donné des chiffres énormes, c'est-à-dire qu'un Burkinabé sur 2 presque avait besoin d'une aide humanitaire. Donc aujourd'hui, avec la dégradation de la situation depuis le premier mois de janvier 2025 jusqu'aujourd'hui, au regard de l'ampleur de la crise et de la situation qui prévaut dans les campagnes, on peut imaginer que ce besoin humanitaire a pour ainsi dire doublé. Par exemple, à Diapaga, aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus rien. À Kanchari, il n'y a plus rien. Djibo n'a pas été ravitaillé depuis longtemps. Et même une ville comme Dori, qui a souvent des ravitaillements, est en situation de crise tendue permanente. Je ne parle même pas des autres, parce que partout aujourd'hui où la situation s'est tellement dégradée que les villes sont sous blocus, les populations vivent de feuilles et vraiment et de miracles, parce qu'on ne sait pas. Par exemple, je sais qu'à Djibo, il y avait, si les chiffres n'ont pas évolué, environ 200 000 personnes enfermées dans les limites de la ville. Diapaga, ce serait environ 60 000. Et à Kanchari, les chiffres donnent entre 20 000 et 30 000 personnes. Je ne compte pas Seba, je ne compte pas Futuri, je passe sous silence ce qui se passe même aujourd'hui à Bourzanga et à Kelbo, même à Waiguya, et à Solé, à Titao, à Windigi, à Titao, à Tiou. Toutes ces zones-là et plus récemment, ce qui s'est passé avec le tourbillon vert dans la zone du Sourou, avec la situation dramatique au niveau de l'Amfiera, de Digne, de Guédougou, toutes ces zones-là aujourd'hui sont en situation d'alerte humanitaire.
Donc, cette question-là, il faut la poser plus largement, de mon point de vue, la préciser, pour qu'on puisse y apporter une réponse satisfaisante. Dernier élément, pour ne pas rester trop là-dessus, mais la question de la sécurisation dans le cadre d'un forum comme celui-là. Évidemment, il est difficile d'apporter la sécurité, mais peut-être ce qu'il faut conseiller dans un premier temps à ceux qui vivent au pays et qui suivent ce type de panel, évidemment, c'est d'éviter de prendre la parole, ou en tout cas, même s'ils veulent prendre la parole, c'est de passer par d'autres personnes en faisant transmettre des questions ou des interventions ou des interrogations pour qu'ils ne soient pas directement identifiés. Parce que comme vous savez aujourd'hui, ils ont mis un dispositif et comme il y a eu la publicité autour du panel, c'est forcément que les gens, évidemment les inquisiteurs sont certainement dans le panel et comme une institution comme le BCLCCC n'a plus d'autres activités que de suivre les propos qui ne sont pas dans le moule narratif du régime de Ibrahim Traoré, c'est forcément qu'ils vont suivre le type de ce panel-là pour pouvoir identifier les gens qu'ils vont bâillonner ou en tout cas enlever. Donc, sur la question sécuritaire, c'est ce que je peux dire, évidemment, mais je pense que peut-être Oumarou parlera tantôt. Il faut en tout cas trouver le moyen, de mon point de vue, de permettre que la parole puisse se libérer, évidemment, en ne mettant pas les gens en insécurité. Voilà un peu les réponses que je donne à ces questions qui ont été posées. Merci encore, M. Barry. Merci à tous nos trois panélistes pour les éclairages. Merci à tous ceux qui ont participé, qui ont fait des propositions. Je voudrais rappeler, comme disait Desmond Tutu, que si vous êtes neutre devant une situation d'injustice, c'est que vous avez choisi d'être du côté de l'oppresseur. Nous avons trop attendu, il faut passer à l'action et nous devons nous organiser. Je voudrais, à l'endroit de l'audience, dire que nous allons lancer dès la semaine qui va démarrer une pétition contre les enlèvements et les assassinats des Peuls. Et par la suite, d'autres initiatives suivront, bien entendu, en échangeant avec vous tous, en ayant besoin de la contribution de chacun de vous. Merci en tout cas d'avoir participé à cette rencontre qui était assez riche. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt sur le front du combat pour affronter dignement la situation qui s'impose aujourd'hui à nous. Merci à tous. Excellente soirée à vous.